Si je vous dis film d'animation avec des insectes sorti en 98, centré sur une fourmi qui se rebelle contre l'ordre établi et termine avec la princesse. Le tout avec un gars connu à Hollywood pour avoir eu des soucis avec la justice à cause de son comportement, vous me répondez? Bah, je te réponds que le parallèle entre les deux a déjà été fait des dizaines de fois, que tout le monde sait que Mille et une pattes et fourmis se ressemblent à mort. Voilà. Bon, ok petit malin, mais est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Ouais, bon ça va, je m'en charge. Si vous avez suivi la chaîne, vous n'avez pas pu passer à côté de Jeffrey Katzenberg. Président de la Walt Disney Pictures à partir de 84, il sera un pion essentiel à la renaissance des années 90, étant à la base de projets comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Le Roi Lion. Rien que ça. En 94, quand le président directeur délégué de chez Disney, Frank Wells, meurt soudainement dans un accident d'hélicoptère, il pense que le poste est pour lui. Sauf que non. Du coup, vu qu'il est fâché, il claque la porte de la compagnie pour aller fonder un autre petit studio, DreamWorks, avec ses potes Steven et David. Mais vu qu'il est resté en bon terme avec quelques gars de chez Pixar, en particulier un certain John Lasseter, décidément c'est la réunion des agresseurs ici. Ouais, donc vu qu'il discute encore de temps en temps avec Lasseter, ce dernier lui parle du dernier projet en date, une histoire de fourmis. Déterminé à mettre des bâtons dans les roues de son ancienne compagnie, Katz va mettre en production un film plus ou moins similaire, et va accélérer sa production pour que son film sorte avant celui d'en face. Résultat, Fourmis sortira le 2 octobre, plus d'un mois avant Mille et une pattes, qui sortira lui le 14 novembre. Fourmis devient donc le premier film produit par DreamWorks à sortir en salle, alors qu'à la base, ce spot devait être tenu par Le Prince d'Égypte, qui sortira finalement en décembre de cette même année. Et tout ça pourquoi? Pour quand même se planter, ramenant moitié moins de spectateurs que Mille et une pattes, et ne trouvant pas un vrai succès critique ni public. Bah bravo Katz, ça valait la peine. Je vais m'arrêter ici pour Fourmise, mais j'ai tout prévu. Quelques jours après cette vidéo, j'en ferai une petite critique sur la chaîne. Pour en revenir à Mille et une pattes, le film avait quand même un défi assez immense, celui de suivre Toy Story comme deuxième film Pixar. Toy Story qui, on le rappelle, avait été un carton énorme en 1995 et avait redéfini le cinéma d'animation. Au point où on ne fait plus aujourd'hui quasiment que de l'animation 3D, mais ça c'est un autre débat. Alors, défi relevé? Bah, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, dès l'ouverture, on voit qu'ils ont voulu placer la barre très haut. Ce plan, qui peut paraître anodin aujourd'hui, c'était assez fou pour 98, avec ce lent travelling avant, les feuilles de l'arbre qui bougent, la centaine de brins d'herbe, pour en arriver à l'introduction des fourmis, en train de récolter des vivres. On suit leur ligne, la caméra prend un peu de recul, et là... Oui, salut. Est-ce que quelqu'un peut dire à Randy Newman que c'est juste un plan de fourmis qui ramassent des graines? Merci. Non mais vraiment, la puissance de la musique pour une scène pareille, je trouve ça à la fois drôle et génial. Cette musique, c'est un peu le thème du film. Elle reviendra plusieurs fois, à des moments qu'on pourrait considérer comme plus épiques, mais là, après 1 minute 30, au moins, ça réveille. Les fourmis font apparemment des provisions. On apprendra plus tard que c'est même pas pour eux, mais pour les sauterelles, une sorte de paiement qu'ils font tous les ans pour s'assurer leur protection. Bon, protection contre les sauterelles elles-mêmes, je pense, un petit peu comme ces épiceries qui filent 100 balles à la mafia pour pas que leur commerce prenne feu soudainement. Et d'ailleurs, l'une des inspirations du film, ce serait La cigale et la fourmi de La Fontaine. Ouais, enfin, très librement adapté, quoi. Notre personnage principal du jour, Tilt, est une fourmi différente des autres. Il ne suit pas la ligne, sort des rangs, et surtout a plein d'idées. Des idées un peu bidons parfois, mais vous l'avez compris, comme beaucoup de héros Disney ou Pixar, il est pas comme tout le monde, ça va d'abord le désavantager, avant de devenir sa force. Ouais, faites pas genre c'est un spoiler, c'est la formule classique, c'est un peu le salade tomate-oignon de Disney. Ça va donc d'abord le désavantager, parce que c'est sa dernière invention qui va déséquilibrer tout l'édifice où se trouve l'offrande, faisant tout tomber dans la rivière. Alors déjà, c'est pas uniquement de sa faute, parce qu'on peut se dire que c'était quand même vachement con de mettre ça à côté d'un point d'eau, ce qui va rendre le chef des sauterelles, Hopper, ou le borgne en français, furieux. Il est interprété par l'excellent Kevin Spacey, acteur fabuleux, mais être humain apparemment plutôt douteux. Hopper est imposant, intimidant, il sait qu'il inspire la peur, et en profite pour avoir ce qu'il veut. Il n'y a qu'une seule fourmi qui ose lui tenir tête. Ce n'est ni la reine ni la princesse, c'est évidemment Tilt. Ce qui leur vaut de voir leur amende doublée pour la peine. Autant vous dire que le reste de la tribu, ou troupe, ou... Je sais pas, c'est quoi un groupe de fourmis? J'ai pas lu Mark Webber, moi. Ah, une colonie. Bref, le reste de la colonie est plutôt fâché. Et un peu comme Timon au début du Roi Lion 3, il est banni. Plus ou moins. Enfin, on va dire que lui pense qu'il part chercher de l'aide, mais tout le monde espère en secret qu'il va se faire choper par le premier prédateur qui passe et ne jamais revenir.
Mais lui, il est content, il s'en va à l'aventure, déterminé à trouver des alliés pour se débarrasser des sauterelles. Ah, et j'ai parlé de salade tomate-oignon tout à l'heure, mais salade tomate-oignon, c'est un peu fade. Donc on va rajouter un petit peu de sauce, non? Et la sauce, ici, c'est cette troupe de cirque, qui sont, sans trop de mal, les meilleurs personnages du récit. Pas hyper sûr de la métaphore, mais bon, on part sur ça. Composée de 9 insectes au caractère très bien défini, ce qui contraste évidemment avec les fourmis qui semblent toutes être les mêmes, ou presque, la troupe est introduite avec brio dans une scène de représentation qui tourne au fiasco, faisant fuir les spectateurs et rendant furieux leur chef, P.T. Flea, dont le nom rappelle bien sûr P.T. Barnum, le célèbre forain que vous connaissez peut-être parce que vous avez vu The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Dans le genre film qui revoit la réalité, ça se pose là, parce qu'on peut dire que P.T. Barnum avait pas forcément le physique de Wolverine, et qu'il était globalement un sale con. Mais les musiques sont cool! Et c'est pas du tout le sujet du jour. Tilt les croise dans un bar où ils sont en train de se battre. Pense avoir devant lui un groupe de tueurs sans pitié, eux pensent qu'il est un agent artistique qui va les mener vers la gloire. Ça part déjà sur un double malentendu, ça va très bien se passer tout ça. Il les ramène à la colonie, ils sont tous très surpris de le voir revenir déjà, mais surtout de revenir en ayant réussi sa mission. C'est la fête, ils ont droit à un spectacle en leur honneur, ce qui doit leur changer, mais vu qu'ils ont compris pourquoi ils sont là, et qu'ils n'ont pas forcément envie de se faire buter par une horde de sauterelles enragées, ils essayent de se casser. Ça se passe pas exactement comme prévu, et ils finissent même par sauver la plus jeune fille de la reine, faisant d'eux des héros, applaudis par tout un peuple. Et les applaudissements, c'est un petit peu tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ils décident donc de rester un peu, et ils planifient une stratégie pour battre ou au moins faire fuir les sauterelles. Inspirés par leur mésaventure précédente, et grâce au savoir-faire de Tilt, ils construisent un faux oiseau, puisque c'est justement la plus grande peur de Hopper, le borgne. Mais vous vous doutez bien que ça va pas être si facile. Parce que qui décide de revenir par hasard sur l'île aux fourmis? Eh oui, c'est Puce Jackman qui cherche ses anciens employés. Et là, c'est le drame. Parce que non seulement le timing est pas bon, vu que les sauterelles vont bientôt arriver, mais en plus, ça nique la couverture des 9 insectes, leur crédibilité et celle de Tilt. C'est la cata, ils s'en vont couverts de honte et Tilt avec. Sauf qu'il y a une personne dans la colonie qui a toujours cru en Tilt, même quand il faisait des métaphores bizarres avec des pierres. C'est la fille de la reine, la gamine sauvée plus tôt, Couette, qui a la voix en VO de la pom-pom girl de Heroes. Elle utilise ses petites ailes qui fonctionnent enfin pour aller chercher toute la bande. Ils reviennent mettre une correction aux sauterelles à base de faux oiseaux, faux sang, et à la fin, alors que le borgne s'apprête à littéralement écraser Tilt, les fourmis se rendent compte qu'elles sont vachement plus nombreuses que les sauterelles et décident de toutes se rebeller en même temps. Le borgne finit bouffé par un oiseau, Heimlich devient un magnifique papillon, Tilt se tape la princesse, et c'est fini. Et c'était cool. Pas le meilleur de Pixar, je vais pas vous raconter de conneries non plus, mais je pense pas qu'il mérite d'être sous-coté à ce point-là. C'est sûr que sortir entre les deux Toy Story, ça aide pas. Mais j'ai passé un vrai bon moment en redécouvrant Mille et une pattes. Et il y a deux trucs qui m'ont sauté aux yeux. Premièrement, Hopper, le borgne, le méchant du film, il est génial! Dès sa première apparition, tout est clair. Le gars profite de l'influence qu'il a sur cette colonie de fourmis pour bouffer gratos déjà, mais aussi pour flatter son ego. Il aime être craint, se sentir menaçant, dangereux. C'est un boss de la mafia, qui utilise la violence et la peur pour se faire comprendre. Avec les fourmis, mais aussi avec sa bande. Et c'est pas son débile de frère, finalement presque attachant, qui dira le contraire. Deuxièmement, et on reste dans les personnages, cette troupe de cirque est absolument merveilleuse. Tous différents, joyeux, colériques, désabusés, drôles ou sages, leur première scène met parfaitement en exergue toutes leurs caractéristiques, positives ou négatives, tout en faisant d'eux un groupe soudé et solidaire. Ils ont leurs failles, mais ils se retrouvent autour d'un but commun, faire kiffer le public. C'est uniquement pour ça qu'ils restent sur l'île aux fourmis, après l'attaque de l'oiseau, parce qu'ils sont appréciés, aimés, applaudis. Pour la première fois de leur vie, ou en tout cas depuis longtemps, ils se sentent importants. Mais est-ce que vous saviez qu'avant d'être des insectes, c'était des samouraïs, puis des mercenaires? Bon, en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais cette histoire de méchants qui viennent voler un village, puis d'un groupe qui vient aider les habitants à se défendre, ça vient à la base d'un classique du cinéma, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, sorti en 1954. Film très vite décliné en western, dès 1960, avec les 7 mercenaires de John Sturges. Avec au casting le chauve le plus connu du monde, Yul Brynner, le justicier dans la ville, Charles Bronson, le truand Eli Wallach, et le roi du cool, Steve McQueen. Un film qui sera à la base d'une trilogie et qui aura aussi un remake en 2016, avec Denzel Washington et Chris Pratt. Donc si vous aimez Mille et une pattes, vous voyez les 7 samouraïs.
Enfin, vous attendez pas exactement à la même chose non plus, hein. Il y a beaucoup plus d'épées et moins de blagues sur une chenille obèse dans les 7 samouraïs. Il est aussi compliqué de passer à côté de tout l'aspect politique et social du propos, avec les sauterelles qui représentent les riches, ou l'État, qui bouffent bien grâce au travail du petit peuple, mais qui seraient bien dans la merde si ce petit peuple, bien plus nombreux qu'eux, décide un jour de s'unir et de se retourner contre eux. C'est pour ça que Hopper réagit aussi mal aux contestations de Tilt. Il se rend bien compte qu'il ne ferait pas le poids si toutes les fourmis pensaient comme lui. Alors il faut le faire taire et le faire regretter d'avoir osé répondre, d'où la double sentence. Bref, on vit dans une société, ça fait réfléchir tout ça parce que le cinéma, même quand il est destiné aux enfants, eh ben il peut avoir un fond politique. Et c'est pas grave, parce que quand t'es gosse, tu t'en fous. Tu vois juste des sauterelles se faire battre par des fourmis, tu vois pas forcément une lutte des classes. Je sens que je vais encore recevoir ce message débile qui dit « C'est pour les enfants, il faut pas réfléchir !» Si, c'est... Arrêtez avec cet argument. Oui, l'animation est un peu datée aujourd'hui. Oui, le scénario n'est pas le plus surprenant du monde, mais le soin apporté au personnage et à l'univers fait de ce mille et une pattes un divertissement très agréable. Donc si vous ne l'avez plus vu depuis longtemps, ou même si vous ne l'avez jamais vu, donnez-lui une chance. Il a tout à fait sa place chez Pixar. Et il mérite pour moi un 14,5 sur 20. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'ai rouvert ma page Tipeee et pour remercier mes deux premiers tipeurs, Bella Storm et Gilles. Allez, ciao!